général Michel Aoun, représenté par son Excellence Monsieur le ministre Alain Hakim, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur Nabil Belli, représenté par son Excellence Monsieur le ministre Robert Hanen, Monsieur le Président du Conseil des ministres, Monsieur Tamam Salam, représenté par son Excellence Madame la Présidente Alice Sortini, Monsieur le Premier ministre désigné Cheikh Saad Khalil, représenté par Dr Daoud Saïd, Monsieur le Président de la République, Cheikh Amin Jumaïeh, et le Général Michel Sleimes, Révérend Père Recteur, Professeur Salim Dakash, représenté par le Révérend Père Michel Schoer, Monseigneur Youssef Aoudi, métropolite de Beyrouth, Son Excellence le Révérend Père, le Monseigneur Gabriel Ekeka, nonce apostolique, Mesdames les Présidentes, Madame Hilawi et Madame Solange Gemaillé, Son Excellence Madame Sophie Charja, Excellences Messieurs les ministres, députés, ambassadeurs, Révérend Père Recteur, Messieurs les Présidents et les Présidents du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tripoli, Messieurs les bâtonniers et Messieurs les membres des conseils de l'Ordre, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Université Saint-Joseph, au campus des sciences humaines, pour cette rencontre, hommage à son Excellence M. Najjar, à l'occasion du centenaire dans les sentiers du droit et de la parution donc des 3 volumes écrits de droit privé. Nous commençons notre cérémonie avec le mot de notre recteur, donc le professeur Salim Dakash, qui est représenté ce soir par notre vice-recteur, le professeur Michel Schoer. Excellences, chers amis de son Excellence, Monsieur le professeur Ibrahim Najjar, chers maîtres, je précise en commençant que les propos que je vais tenir sont ceux de notre recteur, le professeur Salim Dakash. Je ne suis que son modeste interprète. C'est au cœur même de l'Université Saint-Joseph que vous avez voulu célébrer vos 50 ans dans les sentiers du domaine. Sentiers ô combien difficiles et ardus, mais sentiers splendides et éloquents. Victor Hugo n'a-t-il pas dit « L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne ». Cette belle phrase s'applique à merveille à ce moment plein d'émotions qui vous concerne, à ces longues années menées dans l'esprit de service et de dévouement. Intuition magique de Victor Hugo qui parle aujourd'hui à votre esprit libanais qui a tant reçu durant les années de formation à Beyrouth puis à Paris. Dans l'avant-propos de l'un de vos ouvrages nouvellement édités pour l'occasion et qui seront remis à vos amis qui vous entourent ce soir, vous citez vos maîtres à Paris puis à Beyrouth avec cette élégance du mot de la reconnaissance. Votre mémoire fait acte de témoignage en se rappelant Louis Boyer, Ernest Telliac, Philippe Ardant, Paul Roubier, Pierre Ganager, Jean-Louis Souriou et j'en passe. Mais en chaque phrase, vous paraissez celui qui a voulu donner et partager ce qu'il a reçu avec beaucoup de cœur dans ce grand espace qui nous dépasse tous par le passé et vers l'avenir, dans cette université Saint-Joseph de Beyrouth qui vous a porté et qui nous porte pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est de notre intelligence en acte qu'elle s'enrichit et de la manière par laquelle s'exerce cette intelligence qu'elle déploie ses ailes. Mais voilà que nous partageons nous aussi cette richesse dans la mesure où nous avons donné avec le cœur et par le sentiment d'appartenance. Vos 50 ans de don de soi marquent à jamais les annales de la faculté de droit et de toute l'université. Cher ami et ancien de l'Alma Mater, et plus précisément de sa faculté de droit, la richesse de ce moment que nous vivons ce soir
n'est que l'expression de ce que votre cœur, fait d'affection, d'engagement, de compétence et d'intelligence, a donné sans compter. N'est-ce pas là le propre et la définition de l'amour qui est notre et votre conviction, après avoir retenu la raison comme voie à parcourir? Cher maître, je ne risque point de parler de la science du droit que vous avez pratiquée, de peur de sortir de la voie droite. Mais les différents témoignages de ce soir, du ministre Tabara, du président Ghanem et de maître Alexandre Najar, et surtout celui du professeur François Terré, qu'ils soient tous remerciés ici, parleront de votre finesse et de votre adresse dans la position des principes, dans l'élaboration des concepts, dans le maniement des syllogismes et dans la justesse des jugements et des conclusions. Aujourd'hui, la sérénité qui se lit sur votre visage nous dit que l'esprit est bien vivant, toujours passionné pour accueillir le nouveau et reconnaissant pour ce qu'il a reçu et reçoit encore comme intuition qui se transforme en méthode et en savoir. Votre sérénité légendaire nous dit bien tout ce que votre cœur a donné généreusement, de telle manière qu'il s'est enrichi de tant d'amitié qui vous entoure ce soir, de reconnaissance qu'on vous manifeste à chaque instant et de soutien dont vous assurent vos nombreux disciples et vos collègues qui vous ont montré le grand respect dû à celui qui les a unis par le meilleur des mots, celui de la confiance et de l'encouragement. Nous savons tous que vous êtes un homme passionné, de cette passion qui marque les générations, les esprits et les cœurs. Pour terminer, je ne peux achever ce mot qui a cherché à exprimer toute la reconnaissance de la faculté de droit et de l'université à l'égard d'un maître, sans évoquer encore deux aspects. Le premier, pour souligner combien ces 50 ans de vie active d'un maître ne peuvent être qu'un exemple pour les générations à venir de ceux qui sont appelés à ne pas être seulement des enseignants, mais aussi des chercheurs, des maîtres et des pédagogues soucieux d'une véritable transmission de leur savoir. Un exemple aussi pour les générations actuelles et futures de nos étudiants, qui n'ont pas besoin de répétiteurs, mais de leaders qui les guident vers le beau, le vrai et le bien. Le père Ducru avait bien raison lorsqu'il vous poussa à prendre en charge les cours que vous aviez commencé à dispenser. Le deuxième aspect que je ne peux oublier d'évoquer est le fait que vous avez été, et vous êtes toujours, porteur de belles et vraies causes. La cause de ce Liban et de sa liberté, pour laquelle vous ne cessez de militer. La cause de l'abolition de la peine de mort, dont vous êtes le porte-parole au niveau local et international. Et la cause de cette communauté chrétienne du Liban, qui doit agir de concert avec les autres communautés pour l'édification de l'État, afin qu'elle demeure vivante et forte. Ce Liban, vous avez toujours clamé qu'il était et sera notre espérance d'hier et surtout d'aujourd'hui, par notre combat pour la justice et l'intégrité. Puisse cette espérance de plus d'État et d'un véritable vivre ensemble se réaliser aujourd'hui et demain, dès le moment où le gouvernail de la République a été confié à son capitaine, à qui nous souhaitons réussite pour que le Liban retrouve sa bonne santé. Cher maître, 50 ans, c'est peu dans la vie d'un entrepreneur. La moisson n'est pas terminée, nous le savons. Il y a encore tant à faire et à dire
ad multos annos, et vive l'Université Saint-Joseph, et vive le Liban. Et nous poursuivons avec le mot du professeur Madame Léna Ranagé, doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques. Excellences, Monsieur le vice-recteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous sommes réunis ce soir à l'université pour rendre hommage au professeur Brahim Najjar, pour célébrer avec lui, autour de lui, un cinquantenaire dans les sentiers du droit. Il y a dans ce titre qu'il a choisi lui-même, le cinquantenaire dans les sentiers du droit, comme une invitation au voyage dans le monde enchevêtré du droit. Ce droit dont il nous dit lui-même, dans la préface de l'un de ses ouvrages, qu'il y est venu un peu par hasard. Ce droit dont il nous avoue qu'il ne fut sans doute pas sa passion première. Ceux qui le connaissent un peu savent que ses passions véritables sont ailleurs. Passion de l'art et de la peinture, passion de la sculpture, passion aussi pour cette poésie qui se glisse parfois de manière inattendue dans certains de ses écrits. La passion de l'esthétique, en somme, davantage peut-être que celle du droit. L'esthétique et le droit, c'est le titre du bel ouvrage dirigé par François Terré et paru aux archives de philosophie du droit il y a une vingtaine d'années. Il y est question des relations entre l'art et le droit. Il y est question, pour reprendre les mots de Gérard Cornu, du juste et du beau. À son insu peut-être, Brahim Najjar a eu sur le droit un regard d'artiste, un regard distant, lucide, voire sceptique. S'il devait peindre le droit, il l'aurait fait peut-être à la manière de Gustav Klimt lorsqu'il peignait la jurisprudence. Il aurait montré le droit imparfait, à la manière du personnage de la loi qui occupe le dernier plan du tableau. Il aurait montré le droit tourmenté, en quête de justice et de vérité. Ce droit qui apparaît pour lui moins comme un absolu que comme une nécessité, Brahim Najjar l'aura exploré en empruntant des chemins multiples et des sentiers différents. Mais je ne pense pas me tromper en affirmant qu'il eut pour ceux de l'université une affection toute particulière. D'autres évoqueront ailleurs le grand avocat, le ténor du barreau, mais c'est d'abord au professeur de droit de l'Université Saint-Joseph, au soir du dernier cours, après 50 ans d'enseignement, que nous rendons hommage aujourd'hui. Et c'est donc très naturellement vers la faculté de droit qu'il nous faut nous tourner, car d'une certaine manière, c'est ici que pour lui, tout a commencé. Nous sommes en 1959. Ce n'est pas encore le grand professeur Najjar que l'on croise rue Yvelin. C'est un étudiant de première année de droit, dont beaucoup de jeunes grands-mères aujourd'hui, encore sous le charme, se rappellent qu'il était beau, qu'il chantait magnifiquement bien et qu'elle se prenait à rêver. Il va lui falloir pourtant, une fois son diplôme obtenu, laisser là toutes ses admiratrices et partir pour Paris, préparer une thèse de doctorat sous la direction du grand Pierre Reynaud. Il y a là incontestablement un tournant dans sa carrière, car la thèse qui est rédigée en un temps record, 1 an, le propulse très vite dans la cour des grands. Consacrée au droit d'option qu'elle fait sortir de l'ombre, elle est auréolée par le jury et lui donne très jeune, il n'a alors que 25 ans, une notoriété qui ne le quittera plus. Le retour à la faculté de droit de Beyrouth en 1966, il y a tout juste 50 ans, se fait alors par la très grande porte. Il gravira très vite les différents échelons de la carrière universitaire et sera nommé professeur dès 1969. Commence alors entre lui et la faculté une longue histoire dont on voudrait tenter ici de restituer quelques images. Brahim Najjar à la faculté de droit, c'est d'abord une stature, de la prestance, de l'aisance et du verbe, un grand talent d'orateur, le ténor de la 4e année de droit, le maître du droit des successions, celui que tous les ans, lors de la traditionnelle cérémonie du décujus, les étudiants appellent le président. Le professeur Najjar à la faculté,
c'est aussi le respect absolu des exigences de la vie académique. Une ponctualité qui ferait presque douter de sa libanité. Une conscience universitaire, une conscience professionnelle comme on n'en rencontre pas souvent. On ne se souvient pas qu'en 50 ans à la faculté, il n'ait jamais déplacé un seul de ses cours. On se souvient surtout qu'au lendemain de l'accident de la route qui faillit lui coûter la vie, il refusa, au sortir de plusieurs opérations particulièrement lourdes, de retarder le début de ses enseignements, exigeant de faire son cours à la salle des professeurs, sur ses béquilles, sourire aux lèvres, devant un parterre d'étudiants impressionnés. Leçon de droit, leçon de courage, leçon de vie. Cette exigence académique se retrouve encore dans l'impressionnante activité doctrinale qu'il aura déployée tout au long de sa carrière. À l'heure où beaucoup d'enseignants se contentent de dispenser leurs cours pour rejoindre très vite leur cabinet d'avocat, Brahim Najjar n'a jamais conçu l'enseignement comme indissociable de la recherche et de l'écriture. Les 3 ouvrages qui sont livrés ce soir et dont les différents intervenants discuteront tout à l'heure ne sont que la face visible d'une œuvre beaucoup plus importante. S'y ajoutent les 2 volumes désormais classiques des successions et des libéralités, le dictionnaire juridique, toutes les contributions à l'encyclopédie de droit civil, les chroniques à la revue trimestrielle de droit civil, la direction de Proche-Orient, la fondation de la revue libanaise de l'arbitrage arabe et international et bien d'autres travaux qu'il serait difficile d'énumérer ici, mais dont la notoriété n'est plus à faire. L'enseignement, l'œuvre doctrinale, le portrait de l'universitaire ne serait pas complet s'il ne s'y ajoutait ce qui fait peut-être l'originalité même de son parcours, son engagement au service d'une certaine idée du droit libanais. L'itinéraire dans les sentiers du droit est indissociable du cinquantenaire qui lui sert de toile de fond et qui est secoué par les soubresauts de la guerre libanaise, marqué par le déclin du droit libanais et la mise à mort systématique des institutions. Brahim Najjar fait partie de cette génération de juristes libanais qui a continué à défendre le droit, à l'enseigner, à un moment où celui-ci avait presque déserté la scène libanaise. Il l'a fait avec conviction, avec passion, avec le courage qu'on lui connaît, en défendant toujours une certaine conception de l'État et de la souveraineté, une certaine idée du Liban et de la liberté. Il l'a fait surtout en transposant au cœur de ses combats politiques ses préoccupations académiques. Au ministère de la Justice, qu'il occupa de 2008 à 2011, il fera du droit pour la personne, qui constitue le fil rouge de son œuvre scientifique, le cœur même de son action politique. Tout le monde connaît son combat contre la peine de mort qui a été rappelé tout à l'heure par le recteur. Il faut aussi ajouter ses nombreux combats contre la violence faite aux femmes, pour la défense des droits de l'enfant naturel et adultérin, son engagement pour le mariage civil aussi. Dans une société traditionnelle où l'establishment politique n'aime pas bousculer le consensus, où l'illusoire paix sociale sert de paravent à tellement de silence, il aura été le porte-parole des catégories les plus marginalisées, le porte-parole des causes perdues. Pendant un temps au moins, les préoccupations des universitaires, les valeurs de l'université, celles de la société civile ont trouvé écho dans un ministère libanais. Et c'est à cette action-là, à cette profonde unité entre la pensée et l'action que la faculté rend hommage ce soir. Les chemins de l'université ne prennent jamais fin, Monsieur le ministre. Il n'y a pas de terminus pour les professeurs de droit. Le voyage continue avec des paysages et des tableaux différents. Et les sentiers du droit se prolongent bien au-delà du cinquantenaire, car la route libanaise vers le droit, vers l'état de droit, est longue, et l'itinéraire, vous le savez bien, relève moins de la promenade que du parcours du combattant. Alors, au nom de la faculté, au nom de vos étudiants, au nom de vos collègues, bonne route, monsieur le professeur. Puisse votre combat pour le droit, pour le beau droit, se poursuivre encore longtemps au-delà de l'université. Pour l'avoir mené avec autant de courage et de ténacité, soyez-en ce soir infiniment remerciés.
Merci, Madame le doyen. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur François Terré, membre de l'Institut des sciences morales et politiques, professeur émérite à l'Université Paris II et l'une des personnalités marquantes du droit privé en France. Professeur Terré, la parole est à vous. Messieurs les présidents, Excellences, Éminences, Mesdames, Messieurs, il m'est donné de vous parler aujourd'hui de tout ce qui vient d'être dit excellemment par les nains ganagés, et je ne vais pas pourtant céder tout de suite la parole à mon successeur. Ce serait un moyen d'échapper, mais d'éviter ce qui me tient à cœur quand on envisage au sujet du lauréat d'aujourd'hui, multilauréat, le passé, le présent et l'avenir. Le passé a été évoqué, la carrière, et une carrière qui présente toutes les qualités voulues, quand bien même on dirait que nul n'est censé ignorer la loi, il faut bien quand même qu'il y en ait qui l'enseigne. Et c'est par ce procédé, par cette démarche, que notre ami, notre collègue a franchi tous les échelons du savoir. Il a fait plus que cela. Il a fait plus parce que, sans vouloir l'accaparer et le naturaliser du côté de notre République, il est parmi les auteurs étrangers l'un des plus connus de la doctrine et de l'édition française. Il est aussi bon en droit français qu'en droit libanais. Je peux juger du moins pour le droit français, mais je l'imagine autant pour le droit libanais. Et il a donc, sur ce point, je le dis et je le répète, une position exceptionnelle dans l'édition et la doctrine. Et puis, il a, dans la suite et la filière de ses activités, occupé un poste qui, pour les juristes, représente quelque chose d'important et à propos duquel, sans vouloir m'interférer en la matière, j'ai aussi souvenir d'avoir été appelé à collaborer avec un certain général et un certain ministre et d'autres encore au ministère de la Justice. Sous la Troisième et sous la Quatrième République, dans notre pays, le ministère de la Justice était considéré comme un ministère tranquille et un ministère qu'on réservait plutôt aux vieux politiciens à la retraite qui avaient besoin quand même du repos et de la méditation. Et puis ça a changé. Ça a changé chez nous avec les guerres d'Algérie que nous avons vécues, et cela a changé ailleurs aussi. Et là encore, notre héros de ce soir s'est signalé à l'attention de tous, en France aussi. C'est donc tout cela, ce passé qui était évoqué il y a un instant, et sur lequel il est important de revenir encore. Mais c'est le présent aussi qui répond à cette nécessité, à ce besoin. D'abord, l'assistance de ce soir, les 50 ans, je me disais, 50 ans, comment s'est-il débrouillé pour faire 50 ans d'enseignement? Je croyais en avoir fait plus. Eh bien non, j'en ai fait 4 de moins. Et c'est déjà quelque chose. La durée est importante, pas seulement pour la prescription acquisitive. Et c'est d'ailleurs à ce sujet que je voudrais remarquer que ce n'est pas seulement la festivité d'aujourd'hui, la rencontre, le silence dans les espaces finis et qui nous caractérise, qui est en cause, c'est aussi deux préoccupations fondamentales qui nous sont communes l'un à l'autre, les uns aux autres, de chaque côté de la Méditerranée. Car il est bien évident
que le droit, par les temps qui courent, surtout du fait même de circonstances qui nous ont encore rapprochés les uns des autres, est de nature à encourager et à alimenter cette amitié et cette intimité. Et puis, il y a justement dans cette manière de revenir un peu au passé comme il y a un instant, mais aussi de comprendre le présent et de bien voir ce que peut signifier le droit. Le droit entre justement des mains expertes qui ont dépassé même l'oral, l'écrit, le commentaire et la rédaction des textes, et qui effectivement sont amenés à constater une fois de plus dans l'existence que le droit est à la fois l'effet du culte des morts et de l'échange entre les vivants. Et c'est ce qui me mène à évoquer l'avenir. Mais il était indiqué il y a un instant que ce n'est pas parce qu'on a fait 50 ans de droit qu'on a appris aux étudiants ce qu'on ne savait pas. Parfois, d'ailleurs, la meilleure manière de plaire aux étudiants, c'est de se tromper. Mais il faut déjà avoir une certaine autorité pour se permettre ces situations, parce que sinon, l'esprit ironique pourrait venir, mais se tromper carrément, et puis dire je reviendrai demain pour vous dire la vérité. Et c'est au fond cet avenir qui est en cause et qui nous conduit à diverses remarques. Et c'est sur 3 remarques que je voudrais essayer de clore ce propos qu'il m'est donné de vous présenter et qui m'émeut profondément. La première réflexion à laquelle on peut être porté tient au fait que le droit, et heureusement, est toujours inachevé. Et qu'il est inachevé de sorte qu'on peut bien prendre les 36 retraites qu'on veut, on n'aura jamais fini. Et que même s'il y a des périodes de calme, c'est justement cet inachevé du droit qui est fondamental et qui permet de toujours espérer le droit. Première formule est une symphonie inachevée. La deuxième remarque est conduite peut-être, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le héros de ce jour, tient au fond à savoir ce que constitue véritablement la nature même du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Et vous remarquerez que quand on demande à un juriste « Qu'est-ce que c'est que le droit ?» il est très embarrassé, il n'y a jamais 2 réponses pareilles. Et c'est au fond parce qu'il y a un doute fondamental qui explique le problème du juridique. Le droit est un doute qui décide. Et c'est à partir de là que l'on comprend, quand on relit même les documents du héros d'aujourd'hui, que nous trouvons le point de rencontre de tous les auteurs de notre société. Et puis il y a une troisième réflexion que je vous soumets et qui est un signe de vie répétée, mais recommencée. Allez, il y a encore pas mal de décennies de droit devant vous, cher ami. Et pourquoi? C'est parce qu'au fond, avis aux amateurs, avis aux étudiants, avis à bien d'autres, c'est que le droit, c'est une respiration. Curieuse formule, curieuse idée, curieuse image. Les images sont dangereuses en droit, mais pourtant c'est bien à cela que nous nous livrons quotidiennement, en inspirant du fait, en expirant du droit. Et c'est à cela que, en définitive, notre rencontre, dont je vous remercie,
m'a apporté beaucoup, le bonheur de la justice. Merci, professeur Terré. Plusieurs fois ministre de la Justice, membre du Conseil stratégique de l'Université Saint-Joseph, docteur en droit et avocat à la Cour, Son Excellence, M. Bahish Tabbara. لو أردت أن تختصر البروفيسور إبراهيم نجار المكرم في هذه الأمسية بكلمات معدودة، ماذا كنت تقول؟ تحتار من أين تبدأ؟ هل تتوقف عند الأستاذ الجامعي الذي بدأ مسيرته الغنية منذ 50 سنة وهو لم يتجاوز 25 من العمر، فتدرب على يديه العديد من الطلاب الذين تولوا فيما بعد مراكز مرموقة في الدولة وفي المجتمع؟ أم عند إبراهيم نجار الحقوقي المؤلف المتنوع الاختصاصات المتنقل بيسر وسهولة في دروب القانون من الإرث والهبات والوصايا إلى أصول المحاكمات إلى القانون المدني إلى التحكيم مرورا بالملكية الأدبية والمصارف والأسواق المالية؟ أم تتوقف عند الإنسان فيه الذي تجند لقضايا الحق والعدالة وحمل بحماس وعناد لواء إلغاء عقوبة الإعدام من قوانين الجزاء اللبنانية، ذلك بالرغم من معارضة الكثيرين في لبنان لإلغاء هذه العقوبة التي يختلط فيها الدين بالسياسة والقانون بعادات الثأر العشائرية. ولا أنسى السياسي الذي يبدو وكأنه دخل المعترك السياسي بالصدفة، غريباً عن السياسة كما تمارس مع الأسف في لبنان. عرفت إبراهيم نجار عن قرب في الفترة التي كنت فيها مسؤولاً عن وزارة العدل. كان أول ما فعلته يومئذ أني أعدت إحياء لجنة توحيد وتحديث القوانين التي ضمت نحو 35 حقوقياً وحقوقية يشكلون نخبة من أهل القانون. ولم يكن ممكناً بالطبع أن لا يكون إبراهيم نجار في عداد الذين وافقوا على العمل متطوعين إلى جانب وزير العدل، واضعين بتصرف الدولة خبرتهم وتجربتهم الطويلة في حق القانون. وقد دأبت على الاجتماع بهم بصورة منتظمة، طارحاً عليهم الأفكار والمشاريع، فضلاً عن المشاكل القانونية وما أكثرها التي كانت تعترض عملي، فيجري التداول بشأنها في جو من النقاش العلمي الرفيع المستوى. وقد أمكن بفضل جهودهم تحقيق الكثير من الإنجازات على صعيد التشريع، أكتفي منها بذكر إزالة الشوائب التي كانت تشكل في القوانين اللبنانية تمييزاً غير مقبول بين الرجل والمرأة. ففي أواخر العام 1993 أصبح من الممكن سماع شهادة المرأة في القضايا العقارية من دون تفريق بينها وبين الرجل، بعد أن كانت الشهادة محصورة بالرجال. وفي العام 1994 ألغي شرط موافقة الزوج لكي تستطيع الزوجة ممارسة الأعمال التجارية، وأصبح من حق المرأة المتزوجة ممارسة التجارة والدخول في شركات تجارية دون حاجة لموافقة مسبقة من زوجها. كما أصبح بوسع الموظفة في السلك الدبلوماسي متابعة مهامها في الخارج في حال زواجها من أجنبي، وذلك أسوة بالرجل. ولعل أهم هذه الإنجازات
هو انضمام لبنان بعد طول تردد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبات يمكن القول اليوم بأنه لم يعد ثمة نصوص في لبنان تنال من المرأة أو تسيء إليها في المواد المدنية والتجارية. وقد كان لإبراهيم نجار مساهمة أساسية في إعداد مشروع قانون ينظم عملية بيع الشقق على الخريطة ويعالج ما يمكن أن ينشأ عنها من نزاعات ومشاكل. عندما فاتحني إبراهيم نجار عن نيته نشر مجموعة كتاباته في 3 مجلدات، طالبا مني أن أقدم للمجلد عن القانون اللبناني، عدت إلى مؤلفاته التي أحتفظ بها في مكتبتي: كتاب عن الإرث، كتاب عن الهبات، وآخر عن الأعمال المجانية دون عوض، ومؤخرا القاموس القانوني الجديد. وقد استوقفني منها كتيب له هو عبارة عن دراسة قيمة عن الوكالة غير القابلة للعزل، تعبر أصدق تعبير عن منهجيته في العمل. يتساءل المؤلف في هذه الدراسة عما إذا كان يصح اعتبار الوكالة غير القابلة للعزل من نوع الوكالة، فتطلق عليها هذه التسمية وتصنف في باب الوكالات. ذلك أن الوكالة بطبيعتها هي عمل أحادي النشأة يرتبط بإرادة الموكل الذي يعود له أن يرجع عنها متى يشاء، كما أنها تسقط حكما بوفاة الموكل. ويخلص إبراهيم نجار بعد تحليل شيق إلى أن إشكالية الوكالة غير القابلة للعزل هي أنه يصعب على الاجتهاد والعلم معه أن يتقبل أن ترتقي الوكالة من عمل أحادي محض إلى عقد ثنائي ينعقد بمشيئة أحد الفريقين المنفردة. إن عدم قابلية الوكالة للعزل يعود في رأي المؤلف إلى أن هذه الوكالة تخفي دوما عقدا أساسيا بين الفريقين كالبيع مثلا، وتواكب تنفيذه، وأن العقد الأساسي هو الذي يكون غير قابل للعزل أو غير قابل للرجوع عنه، وليس الوكالة بحد ذاتها. إن هذه الدراسة هي نموذج عن الطريقة المبتكرة التي يعالج إبراهيم نجار فيها المواضيع القانونية الشائكة، فكأنه يتعمد التفتيش عن المفاهيم الغويصة والمعقدة، يغوص فيها ويعمل على فك عقدها وإيجاد الحلول المقنعة لها. وإبراهيم نجار سوابق في هذا المجال ليس أقلها العنوان الذي اختاره لأطروحته عام 1966، وهو حق الخيار، مساهمة في دراسة الحق الإرادي والعمل المنفرد الطرف، وبالفرنسية le droit d'option, contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral. هذا في وقت كان العديد من الحقوقيين في فرنسا لا يسلم بأن الخيار يمكن أن يشكل حقا، ويعارض فكرة إدخال الحق الإرادي في القانون الفرنسي ويعتبره من قبيل الهرطقة القانونية. في مقدمة أحد المجلدات الثلاثة التي بين أيدينا يودع إبراهيم نجار بعبارات مؤثرة جامعة القديس يوسف بعد 50 سنة متواصلة من التعليم. يودعها وفي القلب غصة وحنين، حنين إلى الأساتذة الكبار الذين عاصرهم، وإلى الصداقات التي تكونت عبر السنين، إلى الطلاب الذين تدربوا على يديه وتفاعل معهم، حنين إلى جدران المدرجات وسقوفها والمقاعد. ويضيف بأنه آن الأوان اليوم لأن يغادر المكان، وأن الحكمة تقضي بذلك. فإلى صديق إبراهيم نجار أقول: إن ما تشعر به اليوم يشعر به كل واحد منا عندما تطوى صفحة جميلة من صفحات حياته، إلا أن عالم الحقوق
الذي دخلته كما تقول عن طريق الصدفة ومن دون شغف أصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك. ويقيني أنك بعد تقاعدك عن التعليم سوف تنطلق إلى آفاق جديدة محاطاً برفيقة دربك ماري روز وشريكة حياتك بحلوها ومرها وأولادك ومحبيك، وتبدأ مرحلة جديدة غنية بالعطاء الفكري. يقيني أننا لن ننتظر طويلاً حتى نحتفل كما اليوم بصدور الجزء الرابع لهذه المجموعة القيمة. شكراً. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier Président Ghalib Ghanem, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien président du Conseil d'État libanais. La parole est à vous. كيف يحدث أن يتابع السهم صعوده طوال 50 سنة بكامل القدرة وكامل الرونق؟ شاهدت وأنا ابن الجبل العالي نسورا تشق الأفق صعدا وتتوقف بين تحليق وتحليق لهنيهة تحفز لا لهنيهة وهن. إبراهيم نجار هو من هذا السرب، 50 سنة في دروب القانون، في دروب الثقافة، في دروب الجامعة، في دروب السياسة والوطنية، وفي رحبات الصدارة العلمية هنا وفي العالم الأوسع، ولا يزال السهم يتابع صعوده. ما كان ذلك ليحدث لو لم تمن اليد العليا عليه بفائض من هباتها، ولو لم يتلقى هذه النعمة الربانية بفائض من شجاعته وبصيرته وولعه بالمعرفة. فليكن هذا اللقاء أبعد من تكريم وأعمق من عرفان، فليكن مواكبة لمن لا يزال يرفض العلم القانوني بالأغزر والأثمن كلما حرك قلمه، ولمن لا يزال يتقن لعبة التحليق كلما شد به الشغف والطموح إلى الأعلى فالأعلى. العلم القانوني، الفقه بمصطلح آخر، لا يولد أصلاً ولا يولد أصيلاً إلا لدى من أتيح له الاتصال بفضائل الشجاعة والبصيرة والولع بالمعرفة. الفقهاء الرومان المستقلون الشجعان كانوا علامة الإشراق الكبرى في القانون الروماني ومصدراً ثراً من مصادره. فقهاء الشريعة الإسلامية كشفوا من غلق وفصلوا ما اجتمع في قواعد كلية عامة. آباء الكنيسة اجتهدوا لتنظيم ما لم يقله الإنجيل نصاً وإن قاله روحاً. الأسرة الرومانية الجرمانية، أسرة قانون نابليون، جعلت من الفقه حيناً مصدراً مباشراً للقواعد القانونية، وحيناً آخر مصدراً غير مباشر دفع بالمشترع إلى إصدار قواعد جديدة، وأنار القضاة وصوب قراراتهم ورسخها في بعض الحالات. ليس فقهاً ما احتشد في بطون المصنفات دون ما إطلالة على آفاق البحث العلمي الحر، وليس فقهاً ما اكتفى بالجمع والعرض من دون رأي شخصي، وما شرح نصاً واضحاً فكان كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء، وما حطم في سبيل التحطيم أو عظم اجتناء لمنفعة من وراء التعظيم، وما اجتنب المنغلق وجاور القريب المتناول. وليس فقهاً ما احتكر المعرفة
ولم يترك نافذة مفتوحة على الجدل بالتي هي أحسن. الفقيه الفقيه هو باحث وناقد ومبدع وعالم ومعلم، وهو قاد بغير قوس ومشترع بغير قبة برلمان. من زاوية الإطلاق هذه من هذا المرمى يحسن النظر إلى الثلاثية المزدوجة اللغة لأستاذ الأساتذة الدكتور إبراهيم نجار. كتابات بالعشرات والمئين، تكاد لا تخلو واحدة منها من الخصوصية والجدوى واقتحام الصعب والسهر على نشر المعرفة، ومن نضارة تنقلك إلى حيث كان يمكن أن يكون كاتبها، كان يمكن أن يكون تقول هذه النضارة في ضفة أخرى، في ساحة من ساحات الذوق بل الإبداع الفني أو الأدبي، في منعطف من منعطفات الفكر الإنساني، على عرش آخر غير العرش القانوني الذي يتقبل نفحة أدبية من هنا ولفحة فلسفية من هناك، من دون أن يقع في إغراءات الأولى وفي إغراقات الثانية. في هذا المقام الجلل وفي هذه اللحظات العجلة لا تصح الدلالة إلا بالانتقاء. من المصنف الموسوم كتابات في القانون اللبناني العربي التضلع الإنساني التطلع، أذكر الكثيرين الذين واكبوا المعارك القانونية التي خاضها صاحبه ببعض من مواقفه المغايرة والرائدة. مثال ذلك معركته الدائرة حول تصويب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون الإرث لغير المحمديين، وحول وجوب إطلاق حق الخلفية بموجب هذه الفقرة لتمكين فروع الأخ وفروع الأخت من الإرث حتى ولو لم يكونوا محميين بأخ أو أخت على قيد الحياة. ولا أنكر أنني كنت أحد ضحايا هذه المعركة يوم أصدرت قراراً مخالفاً لرأيه الصلب، مستلهماً موقف الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يخالفها الرأي. وما لبثت لاحقاً في سائر القرارات التي أصدرتها يوم كنت قاضياً منفرداً في كسروان أن التحقت بالقيادة الثورية التي تصدرها هو ذاته في الفقه كما تصدرتها في الاجتهاد إحدى غرف محكمة التمييز برئاسة القاضي الشيخ سليم العازار. ومثال ذلك أيضاً الدعوة إلى استثناء الاعتراض على الوصايا من المهل المقصرة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية في معرض التنفيذ، باعتبار أن الوصايا برأيه مشمولة بالاستثناء المنصوص عليه صراحة في المادة 850 من القانون، وهو يخرج حالة السندات القابلة للطعن لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً من نظام التنفيذ المختصر، ولأن الحق الإرثي يعلو على الأصول الإجرائية، ولأنه كما يقول ينبغي تفسير أحكام القانون الخطيرة بذكاء القارئ غير الآلي وبإدراك يجاوز الفقه الأصم. وسيتضح للمتبصر أن موقف البروفيسور نجار على هذا الصعيد محفوف بالجراءة إذا ما تتبع تطور التشريع منذ قانون تنفيذ الديون الثابتة بكتاب الصادر عام 1954 مروراً بقانون تنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر عام 1968 وصولاً
إلى الباب المتعلق بتنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد. ومن ذلك ومن مواقفه المغايرة والرائدة موقفه المتعارض مع الاجتهاد الأكثري في لبنان، واعتباره أن التمييز بين الصورية المطلقة والصورية النسبية يدل فقط على القدرة على الدلالة والتعبير pouvoir d'évocation، لا على وجود نوعين قانونيين متباينين كاتيجوري جوريديك. ولعل بحثه المفصل عن الوكالة غير القابلة للعزل هو أبعد ما يكون عن المسلمات وأفضل ما يمكن أن ينتجه عقل قانوني خلاق في هذا المجال. أيها السيدات والسادة، لسنا الساعة في ندوة علمية، وإن كان محور اجتماعنا عالماً ومعلماً في القانون، ولا في طقوس أكاديمية على ما لمعاليه من مهابة في هذا الميدان، ولا في معرض تقويم، إذ الأجدى لو كان الأمر كذلك أن يكون هو المقوم والحكم وواضع العلامات. نحن في لقاء تكريمي يتيح، كما أتاح في صدارة هذه الكلمة، لا كشف ما في الأذهان وحسب، بل كشف ما في الصدور كذلك. إبراهيم نجار، عرفتك منذ اليفاعة، عرفتك منذ اليفاعة حامل مشاعل، عرفتك منذ اليفاعة حامل مشاعل وصاحب طرائق في القول والدفاع والاندفاع وكبر النفس واللياقات والسمو والانحياز إلى الحق وأنسنة النصوص الخشبية والارتفاع بالسياسة إلى أعلى درجات الرقي والوطنية الصراح. وعرفتك مؤخرا في عهد لكم ولنا كقضاة مجلس قضاء، وعرفتك مؤخرا في عهد لكم ولنا ذهبي، مؤتمنا على المسؤولية الجلة في العدل، ومانحا لقيصر ما لقيصر وللقضاء ما للقضاء. فكانت ثمرة تعاوننا زهدا بالخاص وتغليبا للعام، ذروة انفتاح وبداية إصلاح، أجل بداية إصلاح حقيقي في القضاء نرجو أن يستكمل في مقتبل هذا العهد، والأمل كبير. واسلم لأخيك وللبنان. Avocat et chargé de cours à l'École supérieure des affaires, ancien conseiller auprès de plusieurs ministres de la Culture, président de la commission francophone auprès du barreau de Beyrouth, et auteur de plusieurs ouvrages juridiques et littéraires qui lui ont valu plusieurs prix au Liban et à l'étranger, Monsieur Alexandre Najjar. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à un être d'exception. Je partage avec lui le même nom de famille, mais aucun lien de parenté ne nous unit. Toutefois, l'admiration profonde que je lui porte explique pourquoi c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de ses 50 ans sur les sentiers du droit. 50 ans, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est très peu, car l'énergie et le dynamisme d'Ibrahim Najjar sont encore intacts, et nous avons encore besoin de sa science et de sa sagesse. En réalité, il n'y a pas un seul Ibrahim Najjar, il y en a au moins 6. L'homme de culture, le professeur d'université, l'auteur, l'avocat, le ministre et le militant. Qu'il me soit permis de les évoquer tour à tour. L'homme de culture a très tôt manifesté son goût pour les arts. Sur les bancs du collège Saint-Joseph à Antoura déjà,
il taquinait la muse et empruntait la machine à écrire du préfet des Grands pour taper ses textes. Au Grand Lycée français de Beyrouth, un professeur de philosophie, Michel Ribon, l'initia aux œuvres d'auteurs considérés comme maudits à l'époque, à savoir Jean-Paul Sartre et Franz Kafka, et lui permit d'affiner sa réflexion. Sur les bancs de la faculté de droit, tout en travaillant pour payer ses études, il étancha sa soif de culture, en lisant des dizaines d'ouvrages et en discutant à bâtons rompus à l'occasion de cercles littéraires improvisés avec les plus cultivés de ses camarades en droit ou en économie, comme Marwan Ahmadi, Fouad Saad, Antoine Khel, Salah Matar ou Brahim Fadlallah, pour ne citer qu'eux. Ayant décidé de poursuivre ses études doctorales en France, il rencontra à Paris, grâce à Jacques Nantais, des écrivains de renom comme Eugène Ionesco et Louis Aragon, et invita des intellectuels comme Pierre Rondeau, Jean Lacouture, le père Joachim Mbarak ou Salah Stétier à participer à une table ronde autour du patrimoine national au foyer franco-libanais de la rue d'Ulm où il résidait. Il publia également dans le journal à plusieurs voix de la revue Esprit quelques articles sur le Proche-Orient et assista au Collège de France à des conférences données par des personnages aussi illustres que Paul Ricoeur. Mon séjour parisien, admettra-t-il, m'a influencé à tous égards, sur les plans culturels, artistiques, philosophiques, juridiques, humains, linguistiques. Quelle dose massive de culture et de découverte. Fort de ce bagage, Brahim Najjar rentrera à Beyrouth, où il deviendra enseignant et ne cessera plus jamais de s'intéresser à l'art sous toutes ses formes, d'écrire et de publier articles et ouvrages dans un français impeccable et dans un style où se mêlent subtilité, rigueur et même poésie. Qu'on relise pour s'en convaincre son discours sur les mots de la Méditerranée, prononcé lors de l'ouverture du 17e Salon du livre francophone de Beyrouth. D'emblée, il y pose cette question cruciale. Qu'est-ce que la justice en l'absence de culture? Puis il affirme ce qui suit. La Méditerranée est notre langage. Elle est faite de mots bleu ciel, de vert azur, de rose couchant, de mots tus, de dits, de non-dits, surtout de non-dits. Nous utilisons des mots et des langages différents pour marquer nos identités et nos différences, mais notre champ de blé est unique, la Méditerranée. Qu'on se replonge aussi dans son article juridique L'Éventuel, brillamment écrit de bout en bout, émaillé de phrases percutantes et d'idées édifiantes à la lisière de la philosophie. J'y ai relevé par exemple ce passage particulièrement révélateur. De même que la nature a peur du vide, le droit cherche à prévoir, contrôler, éliminer les risques de l'éventuel. Non pas que l'éventuel puisse être éliminé, loin s'en faut, mais le risque qu'il développe est comme l'antichambre de l'inconnu, du dangereux. Dès que l'inconnu est envisageable, on cherche à l'enserrer dans la prévision. Pour le droit, il n'y a pas de hasard. Il ne devrait pas y en avoir. Le hasard n'est pas une nécessité, pour paraphraser un titre français d'un prix Nobel. Pourtant, que serions-nous sans le hasard? Si elle était la chronique d'une mort annoncée, la vie serait absurde, insupportable. Au mieux, elle se transformerait en supplique. Il y a, on le voit, il y a un style Brahim Najjar comme il y a un style Jean Carbonnier, reconnaissable entre tous, où les propositions interrogatives abondent pour inviter le lecteur à la réflexion, où les formules heureuses sont légion, où la ponctuation est au service de la clarté de propos, et où les titres et sous-titres, parfois teintés d'humour, sont toujours bien trouvés, comme par exemple le titre de ce commentaire d'arrêt, « Le mari, la veuve dormante et le mandataire de gestion de portefeuille », qui me rappelle le titre bizarre d'une nouvelle de Dostoïevski, « La femme d'un autre et le mari sous le lit ». J'aimerais ajouter, pour clore cette présentation de la première facette de notre cher professeur, qu'il a toujours été un ardent défenseur de la francophonie et qu'il a, à ce titre, bien mérité les insignes d'officier de la Légion d'honneur qu'il a reçus en 2013 des mains de l'ancien ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, qui lui a déclaré à cette occasion « Aux plus hautes fonctions de l'État, comme dans vos activités d'enseignement, vous n'oubliez jamais votre attachement à la francophonie. La langue française est l'avocate des valeurs que vous défendez. Facteur d'ouverture et de mobilité, vous la considérez comme une force, comme un atout pour le Liban et la qualité de ses institutions. » Les activités d'enseignement évoquées par l'ambassadeur de France sont le deuxième grand amour d'Ibrahim Najjar. Très tôt, dès l'âge de 24 ans, il fut moniteur puis assistant à la faculté de droit de Paris, avant de devenir, à son retour au Liban, après l'obtention de son doctorat,
Chargé d'enseignement, puis professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Saint-Joseph, dont il fut pendant 50 ans l'un des piliers. L'ayant eu comme professeur de droit des successions en 4e année, comme nombre de personnes présentes dans la salle ce soir, je puis témoigner qu'il fut un enseignant passionnant, à la grande finesse intellectuelle, capable de captiver son auditoire pendant 2 heures et d'inculquer facilement à ses étudiants les notions les plus complexes, grâce à une méthode magique dont il détient le secret, dans un français toujours soutenu. Je n'oublie pas, par exemple, son fameux « tant et si bien », et en jouant sur les tonalités de sa voix pour insister au moment opportun sur une idée plus essentielle qu'une autre. Son départ à la retraite laissera un grand vide, difficile à combler, mais son statut de professeur émérite à la faculté lui permettra sans doute de veiller, de près ou de loin, sur les générations futures de juristes. Ce statut de professeur ne saurait être dissocié de son statut d'auteur. Si, comme l'affirme si bien le professeur François Terré, le droit est la grammaire de la société, encore faut-il avoir de bons grammairiens pour formuler ce droit. Dans ce contexte, Brahim Najjar apparaît comme l'une des figures majeures de la doctrine libanaise et le barreau de Beyrouth lui a rendu un juste hommage lors du dernier salon du livre francophone de Beyrouth, en l'incluant parmi les grands noms de la doctrine libanaise en français, aux côtés d'Émile Tian, Pierre Ranagé, Edmond Rabat, Pierre Safa, Charles Fabia et Faiz Hashehin. Ce qui est surtout frappant quand on évoque cette facette de Maître Najjar, c'est la variété des sujets qu'il a abordés dans ses chroniques en arabe et en français, réunis dans les 3 livres qui viennent de paraître et qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue de publications où les 2 ouvrages, Les libéralités et les successions, devenus des classiques cités dans d'innombrables jugements et arrêts, occupent une place de choix. C'est aussi sa ténacité qui l'a poussé à publier, même pendant la guerre, plusieurs livres, dont un indispensable dictionnaire juridique français-arabe et une multitude d'articles dans le recueil Dalloz, dans l'encyclopédie Dalloz et dans la revue trimestrielle de droit civil, où il tint pendant longtemps une chronique régulière, sans compter ses articles dans la revue Proche-Orient études juridiques qu'il a dirigée contre vents et marées et dans la revue libanaise de l'arbitrage arabe et international qu'il a lui-même créée. Cette ténacité, née de sa passion pour le droit et de sa volonté de se surpasser sans cesse pour ne pas se laisser gagner par cette sclérose qui paralyse hélas la plupart de nos chercheurs dès qu'ils rentrent au Liban, doit inspirer étudiants, doctorants et juristes. Si Brahim Najjar est aujourd'hui considéré comme un ponte de la doctrine libanaise, c'est parce qu'il n'a jamais déposé sa plume, c'est parce qu'il ne s'est jamais endormi sur ses lauriers, c'est parce qu'il n'a jamais pris sa profession d'avocat comme prétexte pour se détourner de la recherche et de l'écriture. On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, écrivait De Gaulle. C'est précisément cette volonté tenace de garder la barre haute qui fait aussi d'Ibrahim Najjar le grand homme évoqué par le général. Nous en arrivons au 4e champ d'action du personnage, le beau métier d'avocat selon la formule de Jean Gallo. Personnellement, j'ai eu à traiter avec Maître Najjar plusieurs affaires touchant au droit des successions. Ses consultations éclairées, son esprit analytique qui concilie si bien les exigences de la pratique et les connaissances théoriques m'ont impressionné et m'ont confirmé la très grande valeur de cet éminent confrère que les magistrats ici présents, les législateurs et les politiciens n'hésitent pas à solliciter à propos des questions juridiques les plus épineuses. Nommé ministre de la Justice en 2008, Brahim Najjar a fait l'unanimité, même si pour des raisons politiques, certains partis ont essayé sans succès de contrarier ses efforts visant à sauvegarder le tribunal spécial pour le Liban. À ce poste ministériel qu'il a occupé jusqu'en juin 2011, le professeur Najjar n'a sans doute pas réalisé tous ses rêves à cause de la déliquescence de nos institutions, du manque de moyens et de personnel qualifié et des vexations politiques qui entravent régulièrement l'action du gouvernement. Il a néanmoins réalisé d'importantes permutations judiciaires, amorcé de nombreuses réformes, lancé le grand chantier de l'informatisation complète de l'appareil judiciaire et le projet de refonte de nos codes poussiéreux avec le concours d'une commission composée d'éminents juristes dont le regretté Pierre Catala. Initier le transfert de l'administration pénitentiaire du ministère de l'Intérieur vers le ministère de la Justice et renforcer les liens de coopération judiciaire avec plusieurs pays amis et avec l'Union européenne. Le verra-t-on de nouveau à ce poste pour parachever tous les projets qu'il a élaborés? L'avenir nous le dira. Reste à évoquer l'homme de conviction qui fut, avant et pendant la guerre, militant sans être milicien et patriote sans être sectaire. À l'heure actuelle, son engagement n'est pas seulement politique. Ibrahim Najjar est aussi un fervent défenseur de l'abolition de la peine capitale,
jugée indigne des valeurs du Liban et de sa pratique démocratique. Membre du Commissariat international pour l'abolition de la peine de mort, créé en 2010 suite à une initiative de l'Espagne, aux côtés de Robert Badinter, Luis Arbor ou Federico Mayor, il reconnaît, je cite, qu'il n'est pas aisé de continuer à défendre l'abolition. Elle appelle un combat pour le droit à la vie, à la paix, à une culture du droit, à la différence, de la liberté. Rien n'est plus urgent que de s'en tenir à l'abolition comme le fut celle de l'esclavage, envers et contre tout. Bien entendu, il faudrait ajouter à ces 6 facettes d'autres aspects, comme l'époux, le père ou encore le battant, le sportif féru de tennis. Mais le tableau que nous venons de brosser est déjà amplement suffisant pour mesurer toute la dimension d'Ibrahim Najjar qui représente pour le Liban un atout et une source de fierté. Dans un opuscule intitulé William Shakespeare, Victor Hugo affirme qu'il y a des hommes océans. Par sa vaste culture, la profondeur de sa réflexion, l'immensité de son champ d'action et la puissance de ses convictions, il n'est pas exagéré d'affirmer que le professeur Ibrahim Najjar appartient assurément à cette catégorie d'hommes océans. Je vous remercie. Et nous terminons cette soirée avec son Excellence, M. Ibrahim Najjar. فخامة الرئيس العماد ميشيل عون ممثلا بمعالي الأستاذ ألا حكيم، فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل، فخامة الرئيس ميشيل سليمان، أصحاب الدولة، أصحاب السيادة، أصحاب السعادة، أيها الزملاء، أيها الأصدقاء، أيها السادة الكرام. Je vous avoue que je suis confus. Je ne savais pas que cet événement allait tourner à de tels éloges, à de telles roses sans épines, finalement. Je n'ai qu'un mot à la bouche. Je n'ai qu'un mot dans mon cœur. Merci. Merci d'être ici. Merci de partager cette soirée du souvenir. Merci au Père recteur d'y avoir convié. Merci, Madame le Doyen, Léna Rannaji. Merci, Monsieur le Professeur Terré, d'avoir fait le déplacement. Merci, Messieurs les ministres Tabbara, le Premier président Ghaleb Ghanem, Docteur Alexandre Najjar, d'avoir prononcé des mots immérités, croyez-moi. Mais ils resteront gravés dans ma mémoire et dans mon cœur. Cette soirée est due à la conjonction de certains hasards. L'écoulement de 50 années d'enseignement à Saint-Joseph, après 2 années de monitorat et d'assistanat à Paris, et la parution de ces 3 ouvrages, écrits de droit français, écrits de droit libanais en français, écrits de droit libanais en arabe. Ceux-ci regroupent, on vous l'a dit, une sélection d'articles et de contributions juridiques autres que les ouvrages et rubriques déjà publiés notamment en France. Et je vous avoue, il me fallait faire le point. Il me fallait savoir si j'ai été cohérent, si je pouvais m'y retrouver.
malgré la dissémination de toutes ces écritures au gré de l'actualité juridique. Ces 3 ouvrages ne sont pas des mémoires, mais à leur manière, ce sont comme une rétrospective, celle d'un parcours obsédé par une idée, une succession de tableaux ou de planches, proches par un souci de la rigueur, par la recherche des limites du pouvoir de la volonté du sujet de droit. C'est en ce sens que la rétrospective est une quête d'un droit pour la personne. Cet événement a un peu tardé par rapport au calendrier. Il est d'autant plus significatif cependant pour moi que le recteur de l'Université Saint-Joseph a voulu le transformer en hommage, sans doute en raison de ma fidélité à l'institution, mais aussi à l'édition par l'USJ de ses ouvrages. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas seul à avoir enseigné pendant 50 années à la faculté de droit. Mes camarades, mes collègues, mes professeurs et mes prédécesseurs en savent plus long que moi. Nous avons en commun quelques souvenirs. En 1959, la faculté de la rue Huvelin se composait seulement de 2 niveaux. L'école d'ingénieurs occupait le rez-de-chaussée. Les quelques rares étudiantes qui traversaient la cour pour accéder à l'escalier qui desservait le premier étage et la faculté de droit s'exposaient aux sifflets admiratifs et coquins des ingénieurs. La bibliothèque consistait en une petite salle avec une lucarne sur le fond d'ouvrages stockés derrière un mur aveugle. Le toit était recouvert de tuiles rouges et les marches de l'escalier piétinées par des années d'escalade masculine. Vous avez dit ascenseur? Quelle idée! Le sport donne de la vie aux heures. Au secrétariat sévissait Maître Alexandre Abdenou. Une cigarette libanaise, Bafra, au coin de ses lèvres, affinée par des décennies d'addiction au seul sport fumé qui en valait la peine. Quant au chancelier, comme on disait à l'époque, il fut le père Mazas, puis le père Samichouri, puis enfin le père, le grand Jean Ducruet. Je travaillais sans renoncer au combat de l'étudiant engagé, ô combien que j'étais, sans rater trop de cours, surtout ceux de droit civil de Louis Boyer, d'économie politique d'Ernest Teillac et de droit constitutionnel de Philippe Ardant. Heureux temps, la première année comptait près de 350 étudiants. Aujourd'hui, pourtant, il faut tenter un bilan. Mais comment l'établir? Le faut-il? Probablement en usant de certains flashbacks. Mon itinéraire fut un mélange, mais il a été indivisible. À la différence de mes autres parcours en politique, dans le domaine de l'art et dans les quelques arpents d'un engagement littéraire et humain, le droit fut pour moi une découverte de chaque jour, de chaque instant, une conquête, une reconquête. Dans ma tête, dans mon cœur, mais quelle différence, les tiroirs sont coulés dans un seul moule. Leur expression, pour des besoins didactiques ou pratiques, est dissociée. Je ne peux, quant à moi, séparer la théorie et la pratique.
le donné et le vécu, le vrai et le faux. Tout est vrai, tout est faux, tout est politique, tout est culture, tout ou presque est ou procède d'une idée de justice. Lorsque les grands philosophes grecs s'exprimaient, il n'y avait pas de cloison entre les disciplines. L'incohérence, messieurs, n'est pas un péché de vie. Tout reste cohérent. Tout est vrai et son contraire. C'est essentiel. Il faudrait écrire un éloge de l'incohérence. Le problème est que la mémoire est sélective. On n'oublie que ce qu'on veut oublier, comme le répétait Michel Ribon, mon inoubliable professeur de philosophie. On veut oublier ce qui n'a pas marqué, qui ne fut qu'une péripétie. Il en est ainsi de ce qu'on a écrit ou pensé. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur de la vérité critique, ni de la précision scientifique, mais que de détails sommeillent dans l'affect, alors que d'autres se fossilisent au hasard des cours d'eau. Je n'oublierai jamais, par exemple, comment je venais de Bagdad à Bikfaya pour emprunter la voiture de Pierre Gemayel, blindée à la manière d'un caravan-car, de manière artisanale, par les mécanos de Beth Shabab. Nous traversions ainsi, Monsieur le Président, le pont de Burj Hamoud, sous les feux des francs-tireurs et des roquettes provenant de la quarantaine. Et tout cela afin que j'arrive à temps à la rue Huvelin. C'est là que je donnais mon cours à quelques étudiants du quartier, au son des bombardements et des bombes qui tombaient dans l'enceinte de la faculté. Il fallait surtout que ma voix ne tremble pas. Il fallait que la faculté résiste. C'est dans l'enceinte de cette faculté, de la rue Huvelin, que mes 50 années d'enseignement, si on compte bien, furent les plus cohérentes. C'est ici que mon parcours fut une ligne droite depuis 1959. Qu'est-ce que fut le droit dans ma vie? Avais-je l'occasion d'un juriste? On l'a dit, je l'ai écrit, je suis venu au droit par hasard. Mais qui peut affirmer que le hasard n'est pas le destin, que le hasard n'est pas la nécessité? Mes passions, on vous l'a dit, Madame le Doyen, furent ailleurs, dans mon engagement pour une libanité sans concession, pour un idéal de justice et de dignité pour la personne humaine, pour la liberté, pour que la liberté reste la nourricière de nos identités, de notre fondamental à condition qu'il soit conquis, reconquis, assumé. Il est la clé de notre ouverture à l'universel. Le droit, finalement, n'en est que l'instrument. Après les souvenirs, il me reste l'amitié. C'est-à-dire ce qui a été le plus clair dans mon parcours et qui me reste comme espoir d'un peu d'avenir. L'amitié des étudiants que j'ai croisés, que j'ai aimés, sans toujours le montrer, que j'ai compris finalement, parce que je les ai souvent retrouvés. Quelques dames, elles ne prennent jamais l'âge, mes étudiantes, puisqu'elles sont encore celles qu'elles furent à mes yeux. Quelques dames me confessent tardivement tantôt leur affection, tantôt leur effroi,
mais j'avoue n'avoir jamais pu me méfier de ceux qui m'ont entendu ici développer des idées abstraites et des propositions. L'amitié de quelques collègues, de certains doyens, du père Jean Ducruet, de certains collègues français qui sont venus ici, qui ont vu, qui furent vaincus par le talent du Libanais et par son hospitalité. C'est grâce à cette faculté que j'ai eu une famille, à la fidélité que je suis resté moi-même, à l'immense savoir-vivre, à l'élégance et la discrétion de la compagnie de Jésus, que j'ai pu garder mon indépendance de pensée et ma rigueur. J'ai réussi à n'avoir, pardonnez-moi, à n'avoir jamais peur, grâce à la foi infuse, silencieuse, généreuse, que les pères ont su répandre dans la dignité et la confiance dont ils m'ont témoigné. Mais par-dessus tout, ces murs m'ont accompagné dans ce qui fut une part de respectabilité et d'audience. J'ai essayé de rendre cela à l'usure. Parfois, cela n'a pas été vraiment compris. Mais si j'avais à le faire, je répéterais les mêmes gestes, j'éviterais les mêmes gens, j'aimerais encore ces couloirs et ces plafonds, ces meubles, cette paperasse, et même ces photos où je suis souvent ailleurs. Maintenant, il faut que certains idéaux trouvent les moyens de survivre à l'éphémère, au parcours d'une vie. Le combat pour l'abolition de la peine de mort, pour l'instauration d'un état de droit, pour la prééminence du droit au laxisme et à l'inconscience. Il faut surtout, malgré nos combats et les retournements des situations et des périls, que nos libertés soient préservées. La liberté est le fondement du Liban, sa raison d'être, notre sens, notre fondamental identitaire. Sans liberté, il n'y a ni droit, ni culture, ni avenir, ni passé. Par-delà tout, et nos clivages si multiples, si amers, si rigides, si fragiles. Quant à moi, il est maintenant grand temps de dire rideau à l'enseignement universitaire. Laissez-moi donc dire avec Saint Jean Perse, la course est faite et n'est point faite. La chose est dite et n'est point dite. Ou alors, laissez-moi paraphraser Guillaume Apollinaire, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, mais je demeure. Mesdames, Messieurs, je rêve encore d'enfance. Je crois chaque fois. Je recommence. Je joue à n'oublier jamais l'amitié. Ah, si seulement on pouvait encore recommencer. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, monsieur. Merci. Merci. Merci à chacun. Merci Marie-Rose. Merci les enfants. Vive l'amitié. Merci encore les amis. À bientôt.
Merci.